et bienvenue sur Stade d'Afrique. Vous êtes sur Sport Palabre. Sport Palabre, c'est votre émission de débat, votre émission de polémique sur le sport africain, sur le football africain que nous aimons tous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui devient de plus en plus récurrent, c'est le sujet des binationaux. Alors, les binationaux, ce sont ces joueurs qui sont soit allés très tôt en Europe, soit qui sont nés en Europe, qui ne connaissent rien de leur pays, mais que les fédérations africaines essayent aujourd'hui de récupérer pour les sélections nationales. Parfois avec du succès, parfois aussi il y a beaucoup d'échecs. Nous allons débattre de ce dossier-là et la question c'est est-ce que les fédérations africaines ne s'y prennent pas un peu tard? Pour débattre avec moi, mes complices de tous les jours, donc Sébastien Kisaki de leopardfoot.com et Bernard Choutang, ancien international du Cameroun et aujourd'hui conseiller sportif. Messieurs, les binationaux, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Sébastien? Pour moi, ça évoque un problème crucial puisque la RDC est en plein dedans en ce moment. À savoir qu'il y a pas mal de joueurs aujourd'hui d'origine congolaise qui fleurissent un peu dans les différents grands championnats. Et justement, pour nous, c'est dommage de se dire, voilà, si on avait su, peut-être qu'aujourd'hui, ils seraient en train de jouer pour la RDC. Donc c'est vraiment un problème qui touche la RDC. Aujourd'hui, il y a des projets qui ont été mis en place pour essayer justement de les ramener. Bernard ? Oui, comme tu disais, c'est vraiment un problème où il faudrait que l'Africain s'épanche dessus vraiment dans toutes les fédérations dans ces problèmes. Nous, au Cameroun, on a un peu la chance qu'il y a quelques-uns qui viennent jouer au Cameroun parce qu'il y a ce prestige un peu, plus ou moins. Mais en général, on se rend compte qu'il y a une forte communauté africaine un peu partout en Europe qui joue beaucoup des pays européens. On parle au cas en France où ils sont nombreux, alors qu'ils peuvent aider beaucoup les pays africains. Et ça revient tout à ce un débat qu'on a eu une fois sur le professionnalisme des fédérations. Parce que là, il faut une détection, justement. Il faut quelqu'un qui soit chargé de savoir que ça existe, ce problème. Du moment où on n'a pas pris le problème en cœur, on ne peut pas le traiter. Vous parliez de projet, justement, Sébastien, pour ce qui concerne la RDC. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments, quelques détails sur ce projet-là Alors, le projet, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, la fédération, à travers certaines organisations ici en Europe, ont mis en place ce qu'on appelle les sélections L-Europe. Donc, ils commencent au niveau de la RDC à partir des U17, U20. Donc, ces sélections, en fait, ont pour objectif d'essayer de rassembler tous ces jeunes-là quand ils n'ont pas encore le poids du succès sur eux. Donc, à titre d'exemple, il y a quelques mois, nous sommes partis en Angleterre avec les U18. Donc, la sélection U18 de la RDC a joué une rencontre amicale face aux Anglais. Une année avant, on a fait des matchs internationaux contre le Chili, contre l'Autriche. Voilà, ce sont ces petits projets-là que la fédération a mis en place dans l'objectif justement de contacter ces joueurs quand ils n'ont pas encore des sollicitations de l'équipe de France ou l'équipe de Belgique. J'aime bien votre expression, le poids du succès. Justement, ouais, moi je pas tous des exemples à aller chercher. C'est magnifique travail qu'ils sont en train de faire. Je pense que si les fédérations pouvaient s'inspirer de ce qu'ils font, quelque part c'est ça qu'on doit faire en Afrique. On doit toujours essayer de prendre où c'est bien fait. Et là, c'est un très bon programme. Moi, je pense qu'au Cameroun, si on l'avait fait, ou si on pense le faire, ça va être une très belle chose parce qu'on a un potentiel camerounais. Moi, je connais beaucoup des anciens footballeurs camerounais qui sont en France ici, qui ont des jeunes qui jouent dans les clubs en région parisienne. Et je pense que si ce travail est fait, c'est vraiment un potentiel énorme pour les pays africains, spécialement pour le Cameroun. Bon, moi en tout cas j'ai l'exemple moi qui viens des sports de main, donc j'ai l'exemple d'une handballeuse congolaise que j'ai connue, Nadia Loubaki, qui a un bureau à l'ambassade du Congo à Paris et qui est chargée justement pour le handball congolais d'aller chercher, d'aller détecter, regarder qui peut rendre service au diable rouge et puis voilà. Mais voilà, pour rentrer dans notre débat aujourd'hui, vous pensez que ces joueurs-là refusent parce que ils espèrent avoir la chance peut-être d'évoluer en France ou en Belgique ou ailleurs, ou c'est structurel? Est-ce que le sport même, le foot tel qu'il est organisé en Afrique, la structure de ce foot ne leur fait pas un peu peur? Oui, mais je pense que c'est ça aussi quelque part. Moi j'ai connu un cas avec M. Désiré Diop à l'époque.
qui est né ici, qui a grandi ici et qui devait venir jouer pour le Cameroun. Il avait ces problèmes parce qu'après qu'il est venu au Cameroun, on a discuté, il a dit, moi j'avais peur par rapport aux ondits, la fédération ne paye pas les joueurs, il y a tous ces problèmes, c'est pas professionnel. Donc ouais, ils ont baigné ici dans le professionnalisme. Déjà ici, cadet junior, on vous apprend à être professionnel. À telle heure on joue un match, à telle heure on mange, à telle heure, alors que souvent en fédération africaine, on se rend compte qu'au dernier moment, on n'a même pas les tickets pour prendre l'avion. Donc ouais, ça fait souvent peur à beaucoup des jeunes qui ont grandi ici, qui ont baigné dans ce professionnalisme. Donc je crois que le problème, il est là quelque part. Essayer de faire en sorte que nos fédérations professionnalisent le football pour que ceux qui sont ici se rendent compte que non, ils ont le même vécu qu'on a en Europe, pourquoi pas. Vous voyez un peu la différence, elle est là. D'accord. Donc il y a un problème de structure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression de la part des clubs, de la part des entraîneurs? Parce que j'ai en mémoire l'exemple de Willy Sagnol qui menaçait, entre guillemets, Thomas Touré, un jeune joueur de Bordeaux mais qui est ivoirien, en lui faisant, voilà, entre les lignes, penser, comprendre que s'il partait rejoindre la sélection ivoirienne, il risquait de perdre sa place à Bordeaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui leur fait peur? Effectivement, il y a ça, puisque nous, dans le cadre du projet que j'ai évoqué tout à l'heure, même quand on sélectionne des jeunes U19 qui évoluent dans des clubs aujourd'hui de Ligue 1, on se heurte parfois au refus du club de libérer les joueurs parce que c'est une sélection pourtant internationale, donc homologuée par la FIFA, mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que dans leur politique sportive, c'est parfois plus intéressant d'avoir un international français dans leur effectif qu'avoir un international congolais. Après, il y a aussi le souci, c'est au niveau de l'ajustement des calendriers. C'est que parfois, le calendrier des compétitions internationales des jeunes ne correspond pas à des dates FIFA. Donc, libérer un joueur jeune pour rentrer en Afrique, participer aux éliminatoires alors qu'ici il est en championnat, exactement. Parfois ça pose problème. Oui, j'allais y venir parce que l'harmonisation aussi des calendriers fait que parfois c'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'il faut pas oublier que ce sont ces clubs-là aussi qui payent. Voilà, qui payent ces joueurs-là. Donc qu'est-ce qui peut être fait au niveau de la CAF pour faciliter ces choses-là? C'est un double problème pour eux parce que si on veut valoriser le football africain, on doit valoriser ce qui joue aussi en Afrique. On doit aussi donner la chance aux jeunes qui sont là-bas. Si on commence déjà à faire venir les jeunes qui sont ici pour jouer en Afrique, c'est un autre problème aussi. Donc la CAF a ce double problème-là. Comment il faut le régler? Moi, je pense que les clubs qui mettent de la pression ici, ça fait normal, c'est eux qui payent. La formation, c'est eux qui ont dépensé depuis le bas âge. Donc à un moment, ils veulent bien que c'est la fédération ou bien le pays qui a dépensé qui gagne. Ça, c'est tout à fait normal. Mais aussi, je pense que les parents de ces jeunes joueurs, ils doivent aussi véhiculer ce message-là que le pays a besoin. Parce que moi, je sais quand je jouais pour le Cameroun, porter le maillot du Cameroun, c'était une fierté. Il n'y avait pas mieux. Donc je pense qu'il faut aussi que ces enfants, que ces jeunes-là, on les fasse comprendre à quel point le pays est très important. Parce que souvent, ils ne se rendent pas compte. Les binationaux qui ont accepté de rejoindre leur sélection, est-ce qu'on peut penser qu'ils l'ont fait par amour? Ou aussi, il y a un petit souci mercantile derrière, parce qu'aujourd'hui, on sait que les agents sont les rois dans le foot. On sait qu'un joueur international n'est pas coté financièrement de la même façon qu'un joueur non international. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect-là en dessous? Ça peut arriver, mais concernant, pour prendre certains cas, on s'est rendu compte, nous en tout cas au niveau de la RDC, c'est que quand le joueur est au top de la forme, il est sollicité, il refuse. Dès que sa carrière commence à battre un peu de l'aile, il se souvient que la RDC existe et il rappelle derrière pour savoir comment ça se passe. Mais heureusement, le pourcentage est quand même faible. Et aujourd'hui, il faut le dire que, en tout cas, du côté du Congo et même du côté du Congo-Brazzaville, pour suivre un peu le Congo-Brazza, ce sont des joueurs en fait qui avaient besoin de déclic. Aujourd'hui, il y a eu le déclic au niveau du Congo-Brazza avec la 3e place, ce qui a fait que dans la foulée, la Fédération congolaise de Brazzaville a organisé un stage de détection ici à Paris. Il y a eu une affluence énorme. Et du côté de la RDC, quand ces jeunes-là ont entendu parler du projet, ils appellent, ils disent voilà, ça se passe comment, on veut venir jouer. Donc c'est vrai que ça existe, mais c'est quand même faible. Entre le cœur, entre le cœur, c'est-à-dire le pays, et le statut, vous auriez conseillé quoi à ces jeunes binationaux? Je parle toujours d'exemple, moi. Aujourd'hui, j'ai la charge de le faire. Je sais que je veux vendre mon pays, je veux vendre le pays, je veux vendre cette équipe nationale que moi j'adore. Je veux le vendre parce que j'ai vécu. Mais
On a eu un cas avec Umtiti qui joue à Lyon, Samuel Umtiti. qui a refusé récemment de venir jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Mais qui sont venus vendre le projet à Umtiti? C'est des personnes, il y avait Roger Mila, certes, mais Umtiti, c'est une jeune génération, c'est quelqu'un qui a une façon de voir le football. Donc, quand lui... Il a une mentalité voilà, à la française. À la française. Donc, quand on vient de vendre un projet comme celui-là, il faut que le projet soit structuré. En général, les fédérations n'ont pas de projet. Moi, je vous prends un exemple. Au Cameroun, je me rappelle une époque où on jouait, on devait jouer un match amical, on connaissait le match amical une semaine avant. On ne prenait pas amical 3 mois avant. Ici, en Europe, le jeune il joue à Lyon, il sait que j'ai ma trêve à tel moment. Quand ma trêve est terminée, je reprends à tel jour. Et après, quand vous n'avez pas un programme, comment vous voulez que ces jeunes garçons, au moment où il va à l'entrée, vous dites qu'il y a un match amical, quelque part, ça le dérange quelque part. Donc, quand un jeune veut prendre une décision, il pense aussi à tout ça. Si on professionnalise le football, si on est professionnel au niveau des fédérations, et que le jeune, on lui dit, dans 6 mois, il y a tel match, tout est calendrier. Je pense que quelque part, ça a aussi joué sur beaucoup de jeunes. Donc il y a une question de clarification en termes de projet. Est-ce que aussi l'instabilité politique dans nos pays africains n'est pas un frein? Est-ce que ça n'effraie pas aussi ces jeunes-là qui sont nés en Europe, qui ont une vision de la politique, de la paix, de la stabilité de ces pays-là, leur dire d'aller jouer pour leur pays africain? Alors effectivement, surtout, je reviens encore sur la RDC. Pour nous, ce problème-là est vraiment effectif. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de l'immigration, une certaine majorité de l'immigration congolaise est souvent liée parfois à des problèmes politiques. Donc un parent qui a quitté le Congo pour des raisons politiques, il arrive ici, demain on lui dit, voilà, ton enfant, il faut qu'il aille retourner jouer au Congo. Il y en a certains qui sont un peu réticents. C'est pour ça, dans le projet qui a été mis en place, il y a aussi cette campagne de sensibilisation et de négociation avec les parents. Donc, présenter le projet aux parents, dire que voilà, la RDC, c'est pas non plus, voilà, ce qu'on, parfois on veut nous... On se balade pas tous avec un pistolet. Voilà. Et moi, pour accompagner de temps en temps l'équipe nationale à Kinshasa, l'anecdote, c'est que nous étions à Dubaï pour un stage de préparation avec les Léopards. Justement, ces jeunes qui ont besoin d'arguments pour se décider, ils ont vu, waouh, Dubaï, très bien. Mais maintenant, la question, c'était, quand on va aller au Congo, ça va se passer comment? Donc voilà, il fallait justement maintenant dire que voilà, Dubaï, c'était bien, mais au Congo, il faut aussi qu'il y ait un minimum. Et donc, ces jeunes-là, quand ils sont arrivés au Congo, ils ont vu, bah, au final, c'est pas si mal que ça. Et aujourd'hui, on a le cas de Rémi Moulumba, qui a accepté de jouer pour l'équipe nationale du Congo, qui en est très content. On a Niskens Kebano, qui était international français. Pour la petite histoire, on était au tournoi de Toulon, il jouait pour la France, nous on était du côté de la RDC. Aujourd'hui, il joue pour le Congo. Mais aussi, on a à l'inverse, il faut le dire, des joueurs qui sont venus et qui sont partis. Je vais rebondir sur un mot que vous avez utilisé, Bernard, c'est vendre. Comment vendre justement le pays à ces jeunes-là qui n'y connaissent rien? Et parfois c'est les deuxièmes générations, c'est-à-dire que le père lui-même est né en Europe et son fils est né en Europe. Donc comment vendre le projet à ce jeune-là si le père lui-même ne sait pas grand-chose du pays? En général, ce qui se passe, le papa qui ne sait pas grand-chose du pays, mais il sait quand même un peu du football, parce que le football, c'est quelque chose qui fédère. Il va parler en positif du football à son fils, mais il va parler en négatif du pays. Alors on se tourne sur le football pour parler du positif du pays. C'est comment? C'est amener le jeune à comprendre que le football, c'est ce qui fédère le pays. Donc si le football peut fédérer le pays va marcher toujours quand le football marche. C'est vrai, c'est sûr qu'il ne faut pas seulement se baser sur ça pour l'amener. Mais c'est vrai que le leitmotiv même d'ailleurs c'est le football. Dit à ces jeunes à quel point l'équipe nationale est la meilleure des vitrines. Moi je pense au Cameroun. Parce que quand on dit à un jeune que l'équipe nationale de Lyon, il a les yeux ouverts. Et par rapport à ça, on peut valoriser le reste. Donc c'est très important d'avoir cette base qui est le football pour faire comprendre à quel point dans ces pays, il y a des gens qui vivent. Il y a des millions, il y a 20 millions de personnes au Cameroun. Ils ne sont pas tous des affamés. Donc, et puis, je crois qu'il y a aussi un truc qu'on appelle l'infrastructure. Quand il y a l'infrastructure, quand il y a les terrains, quand il y a tout ça, le gars, quand il va au pays, il sait qu'il va s'entraîner sur un stade comme en Europe. Je pense que ça joue aussi la décision. S'il joue ici, là, sur une belle pelouse, quand il va en Afrique pour jouer, il joue dans la boue, il n'a pas envie de revenir. Vous comprenez? C'est très important aussi que c'est quelque chose qui est un facteur aussi d'échange quelque part.
Oui, c'est vrai qu'il y a ce problème de visibilité du projet dont on a parlé. Est-ce que ça peut être un élément justement dans le fait de vendre le pays à ces jeunes binationaux? Moi, je pense que oui, parce que nous, durant toute cette campagne, on s'est rendu compte que l'image qu'avaient ces binationaux du pays et de la sélection était parfois à l'opposé de ce qui existait réellement. Donc c'est pour ça, il y a au-delà de la RDC, je pense qu'au niveau de toutes les fédérations, il doit y avoir justement ce projet de sensibilisation, de commercialisation de l'image et du football du pays dans lequel ils appartiennent. Mais malheureusement, ça n'existe pas partout. Mais il y a un travail qui est fait, Oui. ceux qui sont ici. C'est normal, les jeunes grandissent ici. On sait bien que pour les clubs ici, c'est de les garder ici. Donc ils font un travail de sape, quelque part. Donc ça nous aussi fait un travail le contraire, en disant aux jeunes que non, c'est pas vrai. Il y a bien des trucs, il y a bien des choses à la fin, il y a ceci, là, mais il faut la preuve. Donc c'est pour ça que je reviens encore à dire que, commençons déjà, comme tu disais, commençons déjà à nous-mêmes à nous valoriser, nous, pour valoriser les jeunes. Si on ne se valorise pas, nous. Ça passe par ça, ça passe par nos entraîneurs, ça passe par nos anciens footballeurs, ça passe par nos jeunes aujourd'hui, qui sont des exemples. Il faut qu'ils y ait des exemples pour qu'ils comprennent que oui, ça marche. Vous, Sébastien, au niveau de la RDC, est-ce que vous avez bon espoir? Même si on peut se tromper que les pays africains se réveillent un peu tard, est-ce que vous avez bon espoir que le projet sur lequel travaille la fédération de RDC peut aboutir à long ou à moyen terme? Oui, parce que l'exemple concret s'est ressenti à la dernière CAN. C'est-à-dire, l'élément que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la génération qui a remporté aujourd'hui la 3e place à la CAN, c'est une génération qui a commencé à être rassemblée en 2008, avec un premier stage qui avait commencé à Marbella, avec un match amical contre l'équipe de France A'. Ce jour-là, on avait fait 0-0. À l'issue de ce match-là, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient convaincus du potentiel de la RDC, qui ont accepté de continuer à porter le maillot de la RDC, sachant qu'ils étaient venus pour certains juste pour voir. Mais dans la génération aujourd'hui, on voit Mulumbu y était, Mongungu y était, Erita Ilunga y était, mais bon, il a raccroché les crampons depuis. Nous avions, comment il s'appelle, Parfait Mandanda, qui est le jeune frère de Steve. Mandanda, on avait Cédric Makiadi, et donc aujourd'hui, on a retrouvé cette génération qui a commencé en 2008. Ben, les fruits ont été récoltés à la CAN, à la dernière CAN avec une 3e place. Et c'est justement ce déclic-là qui a conforté la fédération en disant que voilà, on tient le bon bout, il faut continuer. Donc il y a un travail qui est fait et moi je suis convaincu que les jeunes qui arrivent, on peut aujourd'hui vous citer quelques noms, peut-être que ça ne vous dira rien. Comme en 2008, quand on vous parlait de Mulumbu, de Mongungu, ça vous disait peut-être rien, mais demain, qui sait, ça sera peut-être les futurs cadres. Mais il y a ces problèmes de suivi. Quand ils sont tout jeunes, ici à 14, 12, 13 ans, ils n'ont aucune nouvelle du pays. Mais à 18 ans, quand ils commencent un peu à briller, ils viennent. C'est trop tard. Il faut suivre avant. Comme par exemple le handball, ils font à la fédération. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire en sorte que, ici dans nos ambassades ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui s'occupe de la détection, qui suit ici en Europe. Parce qu'un jeune qui a 12 ans. Un salarié de la fédération. Quand un jeune a 12 ans, et on vient le voir 10 ans, on dit tu sais quoi? C'est pour dans 3-4 ans, la fédération Cameroun, tu pourras intégrer. Ah bon, il travaille en sachant que dans sa tête, il y a la fédération camerounaise. Même si demain lui dit les Français, disent que oui, il y a les Français, mais quand même le Cameroun aussi. Mais à 12 ans, 13 ans, il n'entend pas parler du Cameroun. À 18 ans, on vient dire que le Cameroun va dire mais oh, ils sortaient d'où? Quand j'avais besoin de 12 ans, il n'y avait personne. Donc on parle aussi du suivi. Donc que les fédérations aussi font ce travail de détection. Détection, mais aussi s'intéresser aux jeunes en tant que personne, en tant qu'individu. Parce que si vous faites ce qu'on appelle pas une détection ou un enseignement sur les anciens footballeurs, vous voyez qu'en général, tous les fils jouent au football. Alors, on se base sur ça pour dire, ah, il y a un ancien footballeur qui vient en Allemagne, son fils doit être comme ça. Allez, on va chercher, on va poser des questions. On imprime la famille aussi dans le sujet. Et c'est très important que la famille sache que, elle est écoutée. Moi, je suis à la Fédération camerounaise. Je viens vous voir, vous qui avez un enfant, dit votre fils là peut nous intéresser dans 5 ans. Ok, papa, il se sent déjà valorisé quelque part. Et je pense que ce suivi va amener une autre façon de voir les choses. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Afrique subsaharienne a un peu de retard sur le Maghreb? Parce que, bon, au niveau du Maghreb, à quelques exceptions près,
des gens aiment revenir en sélection, ils aiment jouer pour leur sélection, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un petit retard au niveau de l'Afrique subsaharienne? Effectivement, il y a un retard, mais qui est dû aussi, on va dire, c'est que ces équipes, ces sélections maghrébines aussi offrent des challenges sportifs à la hauteur. C'est-à-dire aujourd'hui, un international algérien, c'est que voilà, si demain je choisis la sélection, j'ai la possibilité de jouer une Coupe du Monde, une CAN. Or qu'il y a certaines sélections, voilà, à choisir la sélection, on se dit oui, mais bon, on va jouer où? Donc c'est là où on revient aussi sur le problème des agents, c'est qu'ils viennent après mettre les choses dans la tête que non, il ne faut pas y aller parce que de toute façon, sportivement, ça t'amènera nulle part. Donc voilà. Et contre ça, justement, il faut que nous, à notre tour, on puisse déjà obtenir des résultats sur le plan sportif, mais aussi faire ce travail de drague de ces joueurs-là pour leur dire que bon, même si voilà, vous allez opter pour la France, mais vous êtes combien sur la liste? Ah oui. Donc voilà. Il y a des exemples. Oui. Il y a des exemples de beaucoup qui ont... Donc en termes de ce qu'il faut vendre aux joueurs, il y a le projet sportif, mais il y a aussi le projet humain, c'est-à-dire s'intéresser à sa personne. C'est pas juste, il sait jouer au foot, il va jouer pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, pour le Congo, mais il faut que le jeune sache que lui, en tant qu'homme, aussi, il est important, on s'intéresse à lui. Est-ce qu'on le fait suffisamment en Afrique noire? Non, justement, il parlait de draguer. Je sais pas, vous courtisez une femme, on marche derrière tous les jours. Vous courtisez une femme. Exactement. On marche tous les jours. Ben oui, donc, et il faut être persévérant. Il faut être persévérant. On fait des cadeaux, en fait, c'est là. C'est pareil pour le jeune footballeur. Quand on se déplace pour aller le voir, il doit être courtisé, il doit savoir qu'on a besoin de lui. Et c'est comme ça que ça va. Moi, je pense que ça marche dans toute la société d'aujourd'hui. Savoir qu'on a besoin de toi, tu donnes les moyens d'y arriver. En tout cas, nous avons rencontré quelques footballeurs qui évoluent ici, qui sont des binationaux. Nous avons par exemple Rémi Moulumba qui évolue au FC Lorient. Leur avis sur la question, nous les regardons. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté parce que bon, c'est vrai que j'ai eu la chance quand même de porter le maillot de l'équipe de France, mais aujourd'hui, porter le maillot congolais, c'est autre chose. C'est notre ambiance. J'ai pu le voir sur les 2 matchs que j'ai passés ici, même si c'était pas à Kin. On voit qu'il y a une grande ferveur et moi j'aime ça. Donc voilà, j'espère encore vivre beaucoup d'autres sélections et de grands moments comme les objectifs qui nous attendent là prochainement. Moi, c'est vrai que la première fois où tu es appelé, tu te demandes un peu comment ça va se passer, comment ça va et tout ça, mais aujourd'hui, s'il y a bien une chose que je ne regrette pas, c'est le choix que j'ai pu faire, de rejoindre les Léopards. Maintenant, c'est sûr que si j'ai à conseiller un joueur de venir nous rejoindre, je le ferai sans hésiter. Parce que bon, on a besoin encore de renforcer le groupe, même si le groupe qu'on a aujourd'hui est de très bonne qualité et les résultats qu'on a eus le montrent. Mais voilà, on a encore besoin de travailler ensemble, de progresser ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs qui arrivent. Alors, messieurs, pour clore ce débat, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que vous préconisez? C'est vrai, on a dit beaucoup de choses. Si vous deviez prioriser, qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner envie aux jeunes binationaux qui ont du talent, sans oublier les locaux, mais qui ont du talent, à revenir jouer pour leur sélection? De manière générale, comme je disais, il y a ce type de projet où il faut commencer les sélections, quitte à faire des sélections Europe, au moins pour montrer à ces jeunes-là, voilà, que quand moi j'ai eu à discuter avec certains joueurs, même pas des Congolais, mais d'autres nationalités, des Gabonais, qui nous disent qu'ils sont en club à Auxerre, qui nous disent que voilà, quand il y a une journée internationale, les autres ils vont en sélection et eux ils restent là.
Or que voilà, si vous avez une sélection, même qu'elle soit Europe, déjà que le gamin puisse dire voilà, je vais en sélection, pour lui c'est une fierté. Donc commencez déjà par ce type de projet. Après, il y a effectivement tout ce qui va avec la communication sur le pays, la sensibilisation des parents, parce que parfois vous avez des joueurs qui veulent bien, mais c'est les parents qui ne veulent pas. Donc il faut approcher les parents, il faut vraiment structurer ce genre de projet. Bernard ? Je pense que tu as tout dit. Je pense que le facteur principal, c'est d'abord le parent. Si le parent est convaincu, le fils va être convaincu. On sait bien comment ça se passe. Donc je pense que c'est très important de vendre le projet aux gamins. C'est très important d'inclure les parents. Et c'est surtout, le plus important, comme tu dis, c'est de savoir que quand un jeune est ici, il se sent valorisé, sa fédération est derrière lui, son pays est derrière lui, le soutien, lui donne envie d'y arriver. Et c'est comme ça qu'il va bosser. Je pense que ça vient de là. Le parent inclut le parent dans la négociation et que le fils il sache à quel point son pays a besoin de lui. Parce que je pense que c'est très important de savoir que moi, je m'entraîne parce que je sais que mon pays a besoin de moi. Je vais donner les moyens pour arriver à ce niveau-là. C'est très important. Est-ce que ce serait pas possible aussi, c'est une idée comme ça que je jette sur la table, est-ce que c'est pas possible aussi, même s'il n'y a pas de matchs amicaux, internationaux pour ces jeunes-là, pendant les périodes creuses, d'organiser des rassemblements, histoire de les amener à se connaître, les amener aussi leur projeter des films sur le pays, sur les institutions du pays. Voilà, les amener à connaître leur pays, à connaître leurs origines, par exemple. Pour ça aussi, il faut une détection. Il faut savoir qui est où, qui fait quoi où. Si moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne connaît même pas le nombre de jeunes Camerounais qui sont en région parisienne, on ne connaît pas. Alors que si on avait quelqu'un qui était spécifiquement travaillé dessus, je pense que ça aurait été un très bon facteur quelque part. Donc je pense que c'est très important de savoir que je travaille sur tel projet, j'ai besoin de savoir qui, jeune Camerounais, futur espoir, est dans tel pays, dans tel club et dans tel club. Et quand je sais ça, je sais qu'il y a un trêve, et comme il ne peut pas les emmener tous, je dis bon ok, sur la région parisienne, aujourd'hui, c'est ceci. Demain, je vais sur la région bordelaise, sur Bordeaux. Donc à chaque fois que je me déplace, chaque mois, je trouve un moment de leur rassembler et de leur vendre justement ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien ? Effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place en relation avec des anciens joueurs congolais qui sont ici, de se dire que bon voilà, quand il n'y a pas de sélection, s'il n'y a pas de match, est-ce qu'on ne peut pas se rassembler, discuter, que chaque jeune nous pose leurs questions, parce que comme je vous ai dit, on en entend des belles. On nous disait voilà qu'on dort à l'aéroport, qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de... Voilà. Il y a des impayés de prix. Voilà. Et je crois il y a quelques années, à l'initiative de la fédération, ils avaient organisé au niveau de l'aéroport, dans un hôtel, un rassemblement avec tous ces binationaux en lançant un appel, voilà. Ceux qui veulent venir poser des questions, venez. Donc je pense que ce sont des choses comme ça qu'il faut faire. Après, ça ne marchera pas toujours, parce qu'aujourd'hui... sportivement, quand un joueur est courtisé et qu'il le vaut par l'équipe de France, on n'a pas les armes pour combattre. Sauf si maintenant, dans son cœur, il est convaincu et qu'il a choisi de jouer pour le Congo. À ce moment-là, on peut le récupérer. En tout cas, merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Encore une fois, l'Afrique a un temps de retard. On espère que l'Afrique, avec justement cette façon de vendre le continent, pourra rattraper son retard, de telle sorte qu'on ne puisse pas rater quelques pépites que nous avons déjà ratées en termes de binationaux, et que nos sélections soient un peu meilleures. Merci d'avoir été sur Stade Afrique. Merci d'avoir suivi Sport Palabre. À une prochaine fois.